Bonjour, je vais corriger la partie E du DNS2. Voici l'énoncé. Donc vous avez, je le décris rapidement le dispositif. Vous avez un nanotube de carbone qui est ici. Le dispositif est vraiment très petit, hein, puisque la longueur L c'est 150 nanomètres. Donc ça fait à peu près 1500 atomes que vous metteriez les uns à côté des autres. Donc c'est vraiment un dispositif tout petit. Eh bien, ce nanotube, il laisse passer le courant, et lorsqu'il vibre, parce que c'est un peu comme une corde de guitare en fait, hein, ça a une certaine élasticité ce truc-là, lorsqu'il vibre, on peut le détecter électriquement, cette vibration. Et ce dispositif est suffisamment petit pour que une molécule qui viendrait s'absorber sur le nanotube alourdit suffisamment le dispositif pour que la fréquence change. Alors, le fait de l'alourdir, en fait, il vibre moins vite, enfin moins avec une fréquence plus faible, et ça c'est mesurable. Donc je vais vous montrer des résultats expérimentaux, ils sont là. Donc c'est par rapport au zéro, hein, la fréquence du dispositif à vide, lorsqu'il n'y a pas de molécule absorbée, c'est 2 GHz, et chaque fois qu'une molécule vient se mettre dessus, la fréquence diminue un petit peu. Alors on voit quand même que le décalage en fréquence, relativement, il est faible. 2 GHz, hein, donc c'est 2000 MHz. Et là, la variation, c'est une moitié de 0,5, 0,3, 0,4 MHz. Ici, on est plutôt de l'ordre du mégahertz. Donc on est à un 2 millième au niveau de la variation de fréquence. Donc le dispositif qui fait la mesure, il doit quand même mettre assez... Enfin, il doit être capable de mesurer mieux que le 1 2 millième de fréquence, de variation relative. Donc c'est un dispositif quand même assez qui doit être précis. On voit qu'il y a un petit peu de bruit dans les mesures, mais c'est normal, hein. Quand vous zoomez sur une courbe comme ça, forcément, à un moment ou à un autre, vous voyez le, le bruit des mesures, hein, qui a une petite incertitude. Alors, il y a plusieurs questions qu'on vous pose. On vous demande de commenter l'allure de la courbe. Donc c'est ce que je viens de faire, hein. Chaque fois qu'une molécule arrive, ça alourdit le système, et donc la fréquence diminue. Et ça explique pourquoi c'est discontinu, hein. Quand la molécule s'absorbe, la fréquence diminue d'un coup. Alors, il y a quand même un point, si vous regardez, entre la partie supérieure et la partie juste avant, on a l'impression qu'il manque des points expérimentaux. Donc je me demande s'ils n'ont pas enlevé une partie des points expérimentaux, c'est-à-dire que quand la molécule s'absorbe, je sais pas, il doit certainement se passer des trucs bizarres, et je me demande s'ils n'ont pas enlevé les points correspondants. Mais ça, je ne sais pas. Et pour répondre à cette question, en fait, il faudrait aller voir la référence de cet article. Enfin, donc j'ai répondu à la première question. J'ai commenté l'allure de la courbe. Ensuite, je vais faire des petits calculs pour trouver la variation de fréquence qui correspond à peu près de l'ordre du mégahertz. Et je peux tout de suite répondre à la dernière question. Pourquoi les sauts de fréquence n'ont pas tous la même valeur? Donc je vais commencer par répondre à cette question. Je vais faire un petit dessin. Vous avez un premier plot là, ici, un deuxième plot, et le nanotube de carbone qui est entre les deux. Donc il est encastré ici, là il peut vibrer, encastré ici, et vous avez, allez, je mets en pointillé, l'état du nanotube à un instant ultérieur. Et bien, si une molécule s'absorbe ici, ou si une molécule s'absorbe ici, ça n'aura pas du tout le même effet. Hein, ça c'est quelque chose que vous pouvez comprendre, vu que le mouvement est très important au centre, et pas important du tout sur le bord, et à la limite, si la molécule s'absorbe au niveau de l'encastrement, ça ne fait strictement aucun effet. Et c'est ça qui peut expliquer la différence dans le saut en fréquence. Par exemple, la molécule verte qui s'est fixée sur le bord, elle va entraîner un décalage en fréquence qui est beaucoup plus faible, parce que son effet, l'alourdissement, il a beaucoup moins d'effet, si la molécule se met ici.
Alors que pour la molécule que j'ai représentée en jaune, vu qu'elle se positionne au centre, et ben l'effet il est beaucoup plus important. L'effet est beaucoup plus important et donc le décalage en fréquence est plus important. Donc on peut rédiger ça. Voilà, j'ai rédigé ce que j'ai raconté. Je vérifie juste voilà, que l'enregistrement avait bien repris. Alors, bon, c'est quelque chose qui se comprend bien. Je le justifie pas vraiment, en fait, je, je l'affirme, mais je pense que c'est quelque chose qui est suffisamment évident pour ne pas en dire plus. D'accord. Si on veut vraiment bien le faire, en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver l'équation vérifiée par la position du nanotube en fonction de x, qui serait un axe horizontal, et du temps. Mais bon, là c'est plus le même exercice qu'on fait. Donc maintenant, je vais m'intéresser au, au décalage en fréquence. Donc la formule que je vais utiliser, je l'emprunte au masse ressort. Donc c'est le système, c'est un oscillateur harmonique en fait. C'est ça, en fait, plutôt que de dire masse ressort, je devrais dire oscillateur harmonique parce qu'on a clairement une vibration. Donc, et je vais le modéliser. Donc, et vous, le système, l'oscillateur harmonique que vous connaissez bien, c'est le masse ressort. Donc par un oscillateur harmonique de raideur. Donc je mets masse ressort, voilà, puisque ça vous connaissez bien, de raideur K, donc c'est la raideur équivalente de ce nanotube, et de masse, la masse du nanotube. M, la masse du nanotube. Donc il faudra l'estimer cette masse. Et la fréquence, dans ce cas, c'est 1 sur 2pi racine de K sur M. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dépendance avec la masse. De toute façon, la modélisation que je fais, elle est quand même assez simpliste. C'est-à-dire que je suis quand même en train de dire que ce truc-là, c'est équivalent à un ressort et une masse. Donc c'est bon, ça a l'air assez simpliste. En fait, on pourrait justifier cette forme-là, le fait qu'on parle d'oscillateur harmonique. Mais dit comme ça paraît assez simpliste. Et du coup, voilà, par exemple, la facteur 1 sur 2pi et K, bon, c'est des paramètres qui sont pas si bien définis que ça. Si vous le relisez le texte, là, c'est pas si bien défini que ça. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ça, c'est la dépendance avec la masse. C'est ça qui m'intéresse. Et ce qu'on aurait pu faire également, c'est un raisonnement par analyse dimensionnelle. Montrer que la masse du nanotube, c'est un paramètre pertinent du système. Et donc, en faisant l'inventaire de tous les paramètres, on pourrait montrer que la dépendance vis-à-vis de la fréquence, c'est en racine 1 sur racine de m. Enfin, donc, c'est cette formule-là que je vais utiliser. C'est la fréquence qui varie en une constante sur racine de m. Et donc, lorsque m passe à m plus d de m, la fréquence f, elle passe à f plus d de f. D'accord ? Et pour étudier ça, en fait, je vais en fait écrire la dérivée. Si après tout, j'ai le droit de le faire, d de f sur d de m. Ça fait d sur d de m d'une constante sur racine de m. Et quand je fais ce calcul-là, la constante, je peux la sortir de la dérivée, c'est une constante multiplicative. Et le 1 sur racine de m, la dérivée, c'est moins 1 sur 2 m exposant 3 demi. Je vous rappelle que je dérive la dérivée
je rappelle de cours. La dérivée de x exposant alpha, c'est alpha x exposant alpha moins 1. Et bien ici, donc ça, je mets de côté, hein. C'est le alpha passe devant, je décrémente l'indice, et ici alpha, bah, ça vaut moins 1,5. 1 sur racine de m, c'est m exposant moins 1,5. Bah, vous vérifiez, hein. Moins 1,5 moins 1, ça fait moins 3,5. Donc ça fait un 1 sur m exposant 3,5, et le moins 1,5 il sort devant. Et j'oublie pas la constante. Voilà, la constante. Et ce que je peux faire, c'est, je peux un peu manipuler cette formule-là, d de f sur d de m, c'est égal moins 1 sur 2m, et une constante sur racine de m. Mais là, on reconnaît quoi? On reconnaît la fréquence. Donc finalement, j'ai ceci, la fréquence sur 2m fois d de m. Voilà, ça c'est la formule que je vais utiliser. Donc dans cette approche-là, vous voyez que j'ai utilisé la dérivée. Donc ce qui justifie cette écriture-là, c'est que la masse varie très très peu par rapport à la masse du nanotube. Donc ça justifie que cette écriture-là, et évidemment quand je suis passé de là à là, donc bon, c'est pas très rigoureux, parce que la notation d2f sur d2m, c'est la notation de la dérivée. Et le fait de mettre le d de m de l'autre côté, voilà, normalement je n'ai pas le droit de le faire, je ne peux pas manipuler le d de m comme si c'était un réel. Mais bon, je le fais quand même, puisque ceci c'est une bonne approximation du taux d'accroissement. Voilà. Donc, chose que vous avez vu ça au lycée. Ce que j'aurais pu faire également, c'est en utilisant cette formule-là, la constante sur racine de m. Ce que j'aurais pu faire, c'est estimer la constante à partir de, je sais que au repos c'est 2 GHz, je sais que le nanotube il pèse tant, donc j'en déduis la constante. Ensuite je calcule la masse que je rajoute, la molécule de naphtalène, je recalcule la fréquence et je fais la différence. Bon. Ça marche aussi, ça marche très bien. Il faut juste penser à prendre assez de chiffres après la virgule. Hein, la variation relative c'est à peu près 1/2 millième, donc il faudra au moins prendre 5 chiffres après la virgule, 5 chiffres significatifs pour que le D2F soit calculé correctement. L'avantage de faire ceci, c'est qu'on a tout de suite une formule qui va bien en fait. On se rend compte qu'on a juste besoin d'estimer la masse du nanotube et la masse de la molécule de naphtalène. Donc là, je vais m'intéresser maintenant à l'estimation de la masse du nanotube. Estimation de M nanotube. Alors, mon nanotube de carbone, il ressemble à ça, hein, donc c'est un cylindre qui fait 1 nanomètre de diamètre et 150 nanomètres de long. Je vais déplier, donc vous imaginez là, je fais une coupure, hop, je coupe ici, hein, donc pas à penser, hein, et donc quand je déplie, ça fait quoi? Ça fait comme une feuille de papier, quoi, ou un rouleau de sopalin. Voilà, vous prenez une feuille, hein, c'est sous forme circulaire, hop, c'est plat. Et la distance ici, c'est le périmètre du cercle. Vous voyez la distance qui est là. C'est la distance qui est là.
fois des plis. Voilà. Et la distance qui est là, je vais la retrouver ici. Alors je vais commencer par le plus facile. Là ça n'a pas changé, c'est 150 nanomètres. Et ici, ce qu'on a, c'est le périmètre du cercle, c'est pi fois le diamètre. Donc c'est à peu près, allez, je mets 3,14 nanomètres. Mais bon, je pense que ça sert à rien de mettre autant de chiffres significatifs. Mais le 3,14, comme ça vous fait penser à pi. Voilà, c'est pi fois d. Donc je peux en déduire la surface. Donc c'est 3, allez, on va dire 3 fois 150. Donc ça fait, je vais y arriver, 450 nanomètres carrés. Donc la surface, 450 nanomètres carrés à peu près. Là ça sert à rien de... Et ce que je vais supposer, c'est que un atome de carbone, il fait à peu près, le voisin, il est à 0,1 nanomètre de lui. Donc ce que je vais faire, donc là aussi c'est très, très grossier, hein, je vais supposer que les atomes de carbone, donc si je fais un zoom, les atomes de carbone, faut imaginer, voilà, donc c'est très naïf ce que je fais, hein, c'est pas du tout correct, mais en gros, la distance, typiquement, c'est 0,1 nanomètres. Donc finalement, ouais, si je zoomais là, donc c'est comme si chaque atome de carbone occupait un petit carré de 0,1 nanomètre de côté. Et je peux en mettre combien là-dedans? Et ben en fait, le nombre d'atomes de carbone, c'est la surface, donc c'est 450 nanomètres carrés. Et 0,1 nanomètre de côté, ben si je fais la surface occupée par un atome, ça fait 0,01 nanomètres carrés. Donc ça c'est environ égal à 450, 45 000 atomes, à peu près. J'ai mis un, excusez-moi, ouais c'est ça, 45 000 atomes. Donc il suffit de multiplier ce nombre par la masse d'un atome de carbone et j'en déduis m. Donc m, c'est égal à 45 000, alors c'est environ. Et un atome de carbone, donc la masse molaire c'est 12, et on divise par le nombre d'Avogadro. Hein, vous savez que dans une mole, il y a le nombre d'Avogadro d'atomes, et le nombre d'Avogadro c'est environ égal, enfin c'est environ, c'est égal à 6,02, alors il y a des chiffres après, ça continue, fois 10 puissance 23. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 9 fois 10 moins 19 grammes pour la masse du nanotube. Pour M. Ah, donc je mets en évidence ce résultat. Et maintenant je passe à D de M, donc la masse de la molécule qui se rajoute. Donc c'est estimation, enfin calcul, là c'est pas une estimation, hein, puisque là c'est une molécule, calcul de D de M. Donc D de M c'est simplement la masse molaire divisé par le nombre d'Avogadro. Donc on regarde la molécule, c'est C10H8, donc la masse molaire c'est 12 fois 10, plus 8 fois 1,
Donc c'est 12 grammes par mol, et il y en a 10, hein, c'est bien ça. C'est ça. Il y a 10 atomes de carbone, et il y a 8 atomes d'hydrogène, et on sait que la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Et je divise par le nombre d'Avogadro. Donc ça, on fait l'application numérique. Alors je trouve 2 fois 10 puissance moins 22 grammes. Donc là, c'est environ. Ça sert à rien de faire des calculs trop précis, hein, parce que c'est une estimation, hein, que j'ai fait pour le nanotube de carbone, donc j'ai mis qu'un seul chiffre significatif, donc ça sert à rien de mettre beaucoup plus de chiffres significatifs pour des 2M. Ça sert à rien. Alors que on pourrait le faire dans le cas des 2M, parce qu'on connaît bien la molécule, elle a une certaine formule chimique, donc elle a une certaine masse de molécule. Et on peut calculer D2F avec la formule, je la rappelle, donc c'est, je vais y arriver, 1 sur 2M, la fréquence de départ des 2M. Donc on fait l'application numérique, c'est 2 GHz. Donc je mets 2 GHz fois 2 fois 10 moins 22. Il y a un signe moins. 2 fois 9 fois 10 moins 19. Et on trouve D2F qui vaut combien? Et donc le résultat il sera en GHz. Puisque je mets la fréquence en gigahertz, le résultat sera en gigahertz. Ce que vous remarquez, c'est que la masse au numérateur est en grammes, il faut que la masse au dénominateur soit en grammes aussi. Hein. Comme ça, il n'y a pas de conflit d'unité, on ne passe pas des kilogrammes au gramme, ce qui ferait des erreurs d'un facteur 1000 dans ce cas. Alors ici, ça fait quoi? 10 moins 22, donc ça fait 10 moins 3. Le 2 simplifie, donc ça fait 2 neuvièmes. Bon, je vais faire l'application numérique. Donc je trouve 2,5 fois 10 moins 4, à peu près. Donc là, en fait, c'est 2,2, mais j'arrondis à 2,5. Hein, toujours pour la même raison. De toute façon, c'est environ. Hein, la masse du nanotube a été estimée assez grossièrement. Et si on regarde, ça, c'est 0,25 MHz. Hein, si je multiplie par 1000, je trouve 0,25 et ce sera en mégahertz. Et quand on regarde, bah, c'est à peu près. Non, et là, la courbe, 0,25 MHz, bah, on est dans le bord nord de grandeur. Donc là, je sous-estime un petit peu. On est plutôt, la variation là est plutôt de l'ordre du mégahertz, donc c'est 4 fois plus grand que ce que j'ai trouvé. Mais si on regarde le premier saut, je suis pas trop mal. Enfin, en tout cas, j'ai l'ordre de grandeur. Hein, donc là, c'est la conclusion. Hein, on trouve le bon ordre de grandeur. Donc on trouve ouais, ça, donc on trouve le bon ordre de grandeur pour le saut de fréquence. Le bon ordre de grandeur pour les sauts de fréquence. Donc je pense que j'ai surestimé un petit peu la masse du nanotube. En effet, ce que j'ai raconté par rapport à l'absorption des molécules, c'était le schéma qui était là. Bah c'est vrai aussi pour le nanotube, parce que finalement le centre du nanotube, il a plus d'impact, il pèse entre guillemets plus lourd que le bord du nanotube. Comme il est plus près du bord, il vibre un peu moins, et donc l'effet d'inertie il est moins important. La masse elle bouge moins, se déplace sur des plus petites distances, donc l'effet d'inertie est beaucoup moins important. Donc je pense que j'ai surestimé, ça on peut mettre en remarque. On a certainement surestimé la masse du nanotube dans ce modèle. Certainement surestimé
la masse du nanotube. Donc, effectivement, c'est... Oui, alors, il faudrait faire une étude complète, hein, comme je vous ai expliqué. Si vous voulez vraiment estimer un petit peu mieux les sauts de fréquence, il faudrait vraiment trouver l'équation vérifiée par la position en fonction du temps du nanotube de carbone. Donc ça on peut mettre en remarque aussi. Une étude plus complète consisterait donc c'est des genres de choses vous ferez l'an prochain en sciences industrielles quand vous ferez la résistance des matériaux, je crois. Vous serez capable de mettre ça en équation. Consisterait à trouver trouver l'équation différentielle. Allez, je vais pas mettre différentielle, vérifiée par y de x et de t, où y de x et de t, ce serait la position de chaque segment du nanotube à l'abscisse x à l'instant t, et de résoudre cette équation. Résoudre cette équation pour avoir une expression de la fréquence d'oscillation. Pour avoir une expression correcte, une expression de la fréquence d'oscillation. Voilà. On peut dire cela, et puis je pense avoir répondu à toutes les questions, donc je vais vérifier. Commenter l'allure, ça c'est fait. Comparer les sauts de fréquence à celle attendue pour l'absorption de molécules individuelles. Pourquoi les sauts de fréquence n'ont-ils pas tous la même valeur? Voilà, donc je pense avoir répondu à toutes les questions. Voilà pour cet exercice.